Sans plus tarder, بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الشكر الموصول إلى جمعية العلماء المسلمين على هذه الدعوة وهذا التنظيم الجيد الطيب. Je vais essayer de présenter cette question que j'avais cru que c'était une demi-heure, mais apparemment c'est 15 minutes. الرئيس زاد نقص لنا 5 minutes. Donc, c'est une question difficile à présenter pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un sujet qui est nouveau. On ne connaît pas tellement la physiopathologie, les mécanismes, etc. Deuxièmement, il y a un flux d'informations très important. Donc, j'étais en train de préparer cette question et je lis nouvelle recommandation de la Société américaine de cardiologie et de l'American College, qui est une revue de 50 pages sur le Covid, l'atteinte cardiaque dans le Covid long. Donc, et troisièmement, c'est le temps donc qui est limité. Donc, je vais essayer de survoler cette question. Attendez comment que ça marche. Voilà, donc le SARS-CoV, virus qui est responsable donc de cette pandémie mondiale, qui a ébranlé les meilleurs systèmes de santé du monde, est une maladie qui touche à peu près, bien sûr, le poumon en priorité, mais tous les organes. Et le cœur qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, on va voir. Donc, il y a bien sûr vous connaissez les trois phases du Covid, avec la phase d'incubation, la phase aiguë et la phase chronique, ou le post-acute Covid, le PAC, post-acute Covid syndrome ou maladie, on va voir après. Donc on va essayer de passer rapidement d'abord la phase aiguë, quelle est l'atteinte cardiaque dans la phase aiguë, puis on va voir un petit peu le post-Covid, cœur et post-Covid. Donc la relation entre le système cardiovasculaire et le Covid, déjà la phase aiguë, on sait qu'il y a deux aspects de la chose. D'abord, les patients qui ont des comorbidités cardiovasculaires et des facteurs de risque ont le pronostic le plus sévère. Donc, les facteurs de risque, c'est leur outcome le plus mauvais. Et on sait aussi que le Covid cause des complications cardiovasculaires. Et pour cela, il faut, bien sûr, voici un petit peu ce qu'on va voir. Rapidement, il faut connaître, mais ça, je suis obligé de passer rapidement, le récepteur fonctionnel du SARS-CoV-2 et l'AC2, l'HTA facteur de risque, les atteintes aiguës et enfin le Covid. Donc, c'est un petit rappel, vous connaissez tous comment agit ce virus par l'intermédiaire donc, de l'AC2. Donc, je passe, là, je n'ai pas le temps de parler de tout ça, mais souvenez-vous qu'il y a l'AC2 et l'ACE, donc l'enzyme de conversion de l'angiotensine, donc l'angiotensine 1 qui est convertie en angiotensine 2, qui agit sur l'AT2, qui est la pro-inflammatoire qui est mauvaise, alors que l'ACE, au contraire, l'ACE2, qui est plutôt favorable. Là, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, malheureusement. Et donc, c'est cette down regulation donc, qui va entraîner donc, une stimulation de cet axe qui va entraîner la vasoconstriction, l'hypertrophie, la fibrose et le syndrome donc, respiratoire qu'on connaît. Et ceci aussi, ce problème, on a posé aussi le problème au début, comme vous le savez tous, des anti-angiotensine 2, des médicaments, puisqu'ils vont un petit peu surexprimer les récepteurs. Et on avait peur qu'il y avait des études chinoises qui montraient au début que les anti-angiotensine D seraient néfastes et entraîneraient une surmortalité, mais vite, on a montré le contraire, que ce soit l'American College ou bien les Européens, toutes les sociétés recommandent aujourd'hui de ne pas arrêter, bien sûr, ces médicaments. Ça, je pense que tout le monde connaît ça. Autre aspect de la chose, c'est que dès Wuhan, on
on a découvert que l'HTA et les facteurs de risque étaient responsables de surmortalité. Donc l'hypertension, l'obésité, le diabète, comme vient de le dire notre ami, sont responsables sont des facteurs de mauvais pronostic. Donc c'est les études, on n'a pas. Autre élément, à la phase aiguë, le virus a des effets cardiaques, donc non seulement par la baisse de la CE2, hein, là c'était la voie favorable, hein, donc au niveau des cellules épithéliales alvéolaires, ça a entraîné le syndrome de détresse respiratoire, notre ami va en parler tout à l'heure. Au niveau des cellules myocardiques, ça a entraîné des dysfonctions cardiaques. Au niveau des péricytes, des vasculaires, ça a entraîné une dysfonction microvasculaire. Et au niveau des cellules rénales, une insuffisance rénale. Et pour cela, vous avez donc, en plus de cela, cette action sur le système rénine-angiotensine, on va avoir une rupture de plaques coronaires, hein, puisque on a retrouvé qu'on avait plus de syndrome coronaire aigu, les lésions myocardiques directes aussi, on a retrouvé du virus à l'intérieur du cellule myocardique, ce qui donnait la myocardite. L'orage cytokinique, n'est-ce pas, est aussi responsable donc d'une dépression myocardique, d'une atteinte fonctionnelle et organique, et également les troubles électrolytiques qui étaient responsables de troubles du rythme. Donc c'est un petit peu les mécanismes physiopathologiques des atteintes cardiaques à la phase aiguë qui sont un petit peu résumés sur ce diagramme. Donc, in fine, on va avoir à la phase aiguë soit des myocardites, une atteinte du myocarde, le syndrome coronaire aigu, les troubles du rythme, l'insuffisance cardiaque et les accidents thromboemboliques veineuses et artérielles. Il est bien entendu qu'on ne pourra pas passer en revue toutes ces complications qui nécessiteraient une demi-journée. Donc, l'atteinte cardiaque directe et rapportée chez les patients hospitalisés est estimée entre 7 et 17% environ, en fonction des séries, mais est responsable de beaucoup de décès. Et vous voyez ici que la myocardite, je vais juste parler de la myocardite, qui peut aller de la simple élévation de troponine jusqu'à la myocardite fulminante. On a eu des cas de myocardite. Je me souviens de cette jeune fille qui avait 18 ans, qui est décédée en 24 heures. C'était une myocardite fulminante. Sinon, dans la plupart des cas, c'est une élévation, c'est des petites douleurs parfois, des petites douleurs, des précordialgies, le CG parfois pathologique, parfois normal. Mais vous faites les troponines, vous les trouvez un peu élevées, et là, on demande une échographie, on demande etc. Mais il faut savoir que, par exemple, l'augmentation des troponines pendant la phase aiguë, c'est pour ça qu'on demandait d'ailleurs les troponines, avec les BNP, avec les dédimères, etc. C'est un facteur aussi pronostique. Donc les patients qui font un Covid et qui ont une troponine élevée avaient 5 fois plus de risques d'aller à la ventilation. L'ischémie et Covid, donc il y a eu un gros problème. Nous, le premier mois, les premiers mois, on était surpris que les infarctus, on n'avait pas du tout, presque toute la semaine, on avait un seul infarctus. Alors que d'habitude, on a 3-4 angioplasties par jour. Et ça a été remarqué partout. On a remarqué que les patients n'allaient pas à l'hôpital, pas seulement parce que les services, on a voulu, on a fait un peu de la résistance, nous on n'a pas cédé, on a continué, on ne s'est pas transformé en service de Covid, mais beaucoup de services se sont transformés en service de Covid. Et au lieu de soigner les infarctus et les pacemakers, on donnait de la chloroquine. Et ça a fait quand même des dégâts un peu partout. Et on devrait un petit peu réfléchir sur ça et essayer de voir et sortir de l'autoglorification, l'autosatisfaction et faire une analyse un peu critique de ce qui s'est passé pour que ne pas retomber dans le même problème et fermer des services. Ça demanderait beaucoup de discussions. Mais c'est pour vous dire, et ceci a été retrouvé un peu par les Américains, par tout le monde. Je passe rapidement
c'est juste pour vous dire, mais il y a eu une diminution importante des admissions, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, et même chez nous, mais en contrepartie, il y a eu une augmentation de morts subites extra-hospitalières. Ça veut dire que les malades avaient peur et restaient mourir chez eux. Voilà ce que ça veut dire. Les arythmies, on ne peut pas aller très loin, mais il faut savoir qu'il y a une augmentation de tous les arythmies ainsi que les accidents thromboemboliques. Le post-Covid, j'ai juste 5 à 10 minutes pour en parler. Je vais essayer d'aller aussi rapide. Ce qu'on appelle post-acute sequela SARS-CoV-2, le PASC. Déjà, il y a un problème de définition. Donc, on sait que, il y a eu, regardez ce papier que je vous conseille de lire, qui est très intéressant, fait par la Société européenne de cardiologie récemment, et celui-ci fait par les Américains, et qui résume un petit peu le post-Covid, les atteintes cardiaques dans le post-Covid, et que je vous recommande. Juste pour dire qu'il y a un problème dans la terminologie, on retient, nous, les cardiologues, en général, c'est le post-acute sequela SARS-CoV, le PASC. Il y a un problème dans la durée. Pour l'OMS, c'est plusieurs mois. Pour certains, c'est 4 semaines. Pour d'autres, disons que... donc, pour les mécanismes sont variables. Hein, ça va de la dérégulation immunologique jusqu'à la dysfonction mitochondriale, en passant pas mal d'hypothèses physiopathologiques. Et vous voyez que les symptômes sont très nombreux. Et voilà un petit peu ce qui nous intéresse dans le post-Covid quant à la cardiologie. Combien de patients souffrent de Covid long? Beaucoup, hein, 67 voire plus. Wuhan y trouve 76%. Les signes fonctionnels, Tabaïbia en a parlé. Voilà, donc vous avez surtout la fatigue. Ce qui nous intéresse, nous, c'est un petit peu la dyspnée, la douleur thoracique, les palpitations, qui ne sont pas exceptionnelles. On a noté une augmentation du risque cardiovasculaire dans le post-Covid. Ça, c'est une étude qui a été faite sur des millions d'individus, 10 millions d'individus, et qui montre, conclusion de l'étude, il faut considérer aujourd'hui le Covid comme un facteur de risque. Et ça aussi, ça nécessiterait une discussion. Comme le diabète, déjà à une année, c'est un facteur de risque de toutes les complications. Est-ce que maintenant, dans l'interrogatoire, on ne doit pas rechercher, comme on recherche le diabète, l'hypertension, le cholestérol, etc., etc., puisque ça augmente toutes les complications. Alors, je passe là, ça montre, regardez, une étude allemande, IRM, systématique, chez, je pense, 150 malades, 78% des patients avaient une atteinte à l'IRM. Alors, j'insisterai encore, si j'ai encore 2-3 minutes, sur la tachycardie sinusale inappropriée. Et souvent maintenant, chaque semaine, on a 4, 5, 6 malades qui viennent pour tachycardie, avec hypotension, dyspnée, etc., etc. Je vous ai dit qu'il y avait un malade récemment que j'ai vu qui avait fait plusieurs IRM, plusieurs scanners, plusieurs examens. Et c'est un diagnostic d'élimination. Et ça s'explique par l'atteinte du nerf vague qui est cardiomodérateur. Donc ça va entraîner une tachycardie permanente. Hein. Vous allez faire tout un bilan, vous n'allez rien trouver. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le POTS. Ça aussi, c'est un petit peu la même chose, mais là, par contre, vous avez l'augmentation vous avez une hypotension après 5-10 minutes. Et comment vous faites? On peut en parler après si vous voulez, comment on fait le diagnostic, mais on a beaucoup de patients, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de patients actuellement, dont notre directeur, qui a ce problème. Alors, la prise en charge, il faut insister sur une chose, c'est que le médecin généraliste va être au cœur de la prise en charge du post-Covid. C'est le médecin généraliste qui va être. Donc, là aussi, mon ami Tabaïbia en a parlé, mais il faudrait une formation parce que notre système de santé va être confronté rapidement à vraiment un tsunami. Hein, il y aura, on peut présager des centaines de milliers de malades, puisque si ça touche 70%, vous savez, le Covid a touché des millions d'individus.
Et c'est un challenge et un défi qu'on aura à affronter. Et le médecin généraliste sera au cœur de la prise en charge et au premier front. Donc il faut vous former. Il faut vous former dans ce domaine et c'est louable. Donc il faut éliminer, ça on en a parlé, Taïbaïbia en a parlé, trois critères exigés. Il faut que l'épisode initial de Covid soit confirmé, présence d'au moins un de septembre non expiré par un autre diagnostic. Donc on passe rapidement. Il y a les investigations de premier niveau, hein, pour le médecin généraliste. Voici ce qu'il faut faire, ce qu'il faut rechercher de façon systématique. Et les examens complémentaires proposés, n'oubliez pas, ici chez nous, déficit en vitamine D très très fréquent, surtout chez les femmes. C'est une prévalence très élevée. Demandez le CG, le téléthorax pour ce qui nous intéresse. Donc je passe tout ça. Le traitement, c'est vraiment, vous avez tout et rien, l'oméga 3, la L-arginine, les antioxydants. Là, on sait qu'aujourd'hui, ça commence à être prouvé que la vaccination diminue le Covid. Déjà, c'est un autre intérêt de la vaccination. Il y a plusieurs études qui montrent que les gens vaccinés font moins de Covid long que les autres. Bon, il y a des études, c'est des dizaines d'études en cours. Hein. Chaque jour, si vous allez dans Google Scholar, par exemple, vous allez trouver une dizaine de publications sur ça. Alors, conclusion, hein, je suis à l'heure normalement, de nombreuses consciences scientifiques persistent concernant les aspects épidémiologiques, ça reste inconnu, surtout le Covid long. Si la phase aiguë commence à dévoiler ses secrets, concernant le Covid long, on ne sait pas beaucoup de choses. Il faut rester très modeste et ça va changer de jour en jour. Donc, les manifestations cardiologiques à court terme et à long terme, il faut une prise en charge interdisciplinaire, surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, le médecin généraliste, et comme a dit notre invité, il faut avoir de l'empathie, ça c'est très important, se mettre à la place du malade, et lui éviter la batterie d'examens, et les scanners, et les dédimères, et savoir quand est-ce qu'orienter le malade vers un spécialiste, en cas de sévérité. Nous avons commencé, nous avons commencé à installer une consultation dédiée à ça, parce qu'on commence à être dépassé, c'est important. Et encore une fois, pour terminer, le médecin généraliste au centre du dispositif, j'espère que notre ami Touaibia, qui coordonne le travail, pourra prendre en considération cet élément. Je vous remercie.